Bonjour à tous. Correction du BTS CGO 2009. Donc la date indiquée c'est le 2 avril, mais en réalité nous sommes dimanche 3 avril. Alors on va commencer par la partie, comme d'habitude, la partie probabilité. Donc on va commencer par la partie probabilité. Alors c'est parti. Nous avons donc trois parties indépendantes. Partie A, deux événements indépendants. Donc voilà l'énoncé. Partie A. L'entreprise confectionne ses compositions florales avec des bulbes de fleurs qu'elle reçoit en grande quantité. Chaque bulbe peut présenter deux défauts que l'on désigne par petit a et défaut petit b. On prélève un bulbe au hasard dans un stock important. On note grand A l'événement, le bulbe présente le défaut A. Grand B l'événement, le bulbe présente le défaut B. On admet que les probabilités des événements grand A et grand B respectivement égales à P de A à 0,015 et P de B à 0,02. Ces deux événements grand A et grand B, on les suppose indépendants. On me demande de calculer la probabilité de l'événement E1. Le bulbe présente le défaut A et le défaut B. On va donc traduire l'événement E1. P de E1 est tout simplement égal. P de E1 égale à la probabilité de A inter B. Probabilité de A inter B. On a compris que A et B étaient indépendants, ce qui m'autorise à écrire. Donc là, j'écris sur une seule ligne, c'est pas recommandé, hein, mais ça, je peux continuer. Écrire donc P de A inter B égale à P de A que multiplie P de B. P de A fois P de B, car les événements A et B sont indépendants. Et ceci est égal à la probabilité de A, c'est 0,015. La probabilité de B, c'est 0,02. Alors, si je comprends bien, ça fait du 30, mais avec 5, 3. Est-ce que j'y suis? Est-ce que j'y suis? Vous me corrigez si je commets une erreur. Parfait, merci. Ok, merci. Alors, calculer la probabilité de l'événement E2. Alors, l'événement E2, on en avait parlé. C'est le bulbe présente au moins un des deux défauts. Donc, il faut traduire l'événement E2. L'événement E2, on va le traduire par P de E2 est tout simplement égal à la probabilité de A union B, parce que c'est le défaut A ou le défaut B, ce qui traduit bien sûr au moins un défaut. Alors on a appris que la probabilité de A union B était toujours égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Alors je vous laisse le soin de remplacer, n'est-ce pas? Donc si on calcule la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B, j'obtiens P2 E2. Je l'écris ici. P2 E2 est tout simplement égal à la probabilité de A, c'est-à-dire 0,015, plus la probabilité de B, plus
0,02 moins la probabilité de A inter B 0,003, ce qui donne, merci, 0,0347. Parfait. 0,0347. Enfin, l'événement E3. Le bulbe ne présente aucun des deux défauts. Alors, je vous propose de le calculer de deux manières différentes. Première façon de faire, on va traduire P de E3 comme étant tout simplement l'événement contraire de E2. Première façon, c'est-à-dire que P de E3, c'est tout simplement 1 moins 0,0347, ce qui donne donc 0, 9, 6, 5, 3. Donc 0, 9653. Alors bien entendu, cet événement-là, j'aurais pu le calculer en écrivant P de E3 est tout simplement égal à la probabilité de A bar, donc ni défaut A, ni défaut B. Et comme les événements A et B sont indépendants, alors il en est de même de l'événement A bar et B bar. Ce qui me donne P de A bar que multiplie P de B bar. Alors si je veux rédiger, P de A bar c'est 1 moins P de A. Donc P de A bar c'est 0,985. P de B bar c'est 0,98. Pardon, pas plus, mais multiplié. Et en faisant le calcul, on obtient pareil 0,9653. Est-ce que les réponses conviennent à tout le monde? Ok, parfait. Alors on passe à la question suivante. Question suivante. On s'intéresse à une livraison importante de compositions florales d'un certain type destinée à une chaîne d'hypermarchés. On note grand D. L'événement, une composition florale prélevée au hasard dans la livraison est défectueuse. Et on suppose que P de D est égal à 0,025. On prélève 12 compositions dans la livraison pour vérification. La livraison contient assez de compositions pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 12 compositions. On considère la variable aléatoire grand X, qui à tout prélèvement ainsi défini associe le nombre de compositions de ce prélèvement qui sont défectueuses. Alors la question, bien sûr, est une question classique. Justifier que la variable grand X suit une loi binomiale dont on précisera ou dont on déterminera les paramètres. Ensuite, calculer la probabilité qu'il y ait exactement deux compositions défectueuses et ensuite qu'il y ait au plus une composition défectueuse. Donc la réponse à la question 1, c'est celle que je fais habituellement. On dira donc, comme on est en présence de 12 épreuves indépendantes, présentant chacune deux issues. Soit, alors on revient à la donc grand X, vous reprenez l'expression, grand X associe le nombre de compositions de ce prélèvement qui sont défectueuses. Donc comme on est en présence de n épreuves indépendantes, présentant chacune deux issues, soit
soit la composition de ce prélèvement est défectueuse avec une probabilité petit p égale à 0,025, soit elle ne l'est pas avec une probabilité Q égale à 1 moins 0,025, soit 0,975. Par conséquent, la variable aléatoire grand X qui associe le nombre K de composition de ce prélèvement qui sont défectueux ou qui sont défectueuses, on dira donc que cette variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres n égale 12 et petit p égale à 0,025 que l'on note X flèche BNP, donc B 12 0025 et on n'oublie pas d'écrire la probabilité d'avoir K succès P de X égale K est tout simplement égale à C 12K 0,025 exposant K que multiplie 0,975 exposant 12 moins K. Donc voilà pour la réponse à la question 1 qui est de justifier que X suit une loi binomiale dont les paramètres sont énoncés ici. Les paramètres sont respectivement 12 pour le nombre d'épreuves et 0,025 pour la probabilité de succès. Alors je passe à la deuxième question. Et la deuxième question, qu'est-ce qu'elle dit? Calculer la probabilité que dans un tel événement, dans un tel prélèvement, il y ait exactement deux compositions défectueuses. Autrement dit, il suffit de remplacer K par 2, ce qui vous donne, deuxièmement, la probabilité que X égale 2 est tout simplement égale à C12K, donc C12,2, 0,025, exposant 2, que multiplie 0,975 exposant 10. Alors, je reviens un petit peu. Est-ce qu'il y a une consigne? Est-ce qu'on me demande d'exprimer les résultats à une certaine précision? Alors, je regarde. Je ne vois pas de consigne particulière. Existe-t-il une consigne? Non. Bon, ça nous fait donc une probabilité de 0,032. Probabilité de 0,032. Troisième question. Calculer la probabilité que dans un tel événement, il y ait au plus une composition défectueuse. Alors, au plus une composition défectueuse, c'est tout simplement la probabilité que X soit plus petit ou égal à 1. Donc ça fait tout simplement probabilité que X égale 0 plus la probabilité que X égale 1. Probabilité que X égale à 1. Probabilité que X égale 0, c'est tout simplement 0,975 exposant 12 plus C12,1 0,025 que multiplie 0,975 exposant 11. Ce qui donne, après calcul, je n'ai pas de calculatrice sous les yeux, merci Hélène,
Alors 0,9649. Ça me paraît un tout petit peu gros, mais pourquoi pas. Ok. Oui, remarquez, c'est ça. C'est 0,975, oui, c'est tout à fait probable. Alors, je continue. Exercice. Alors, c'est... J'ai pas compris, Virginie. J'ai pas compris, c'est... Il y a du majuscule, je crois qu'il y a peut-être... Vous voulez écrire c'est ça? C'est ça? Ah, merci. Ok. Merci, Virginie. Ok. Alors, on continue. Ensuite, nous avons ici... Ah, zut. Très bien, on passe à la partie C. L'entreprise commercialise deux types d'engrais. Le type C1 en poudre et le type C2 en granulé. On note X1, la variable aléatoire qui a toute semaine prise au hasard pendant une année, associe la demande en kilogrammes d'engrais de type C1. Pour cette semaine, on suppose que la variable X1 suit une loi normale de paramètres 160 et d'écart type 32. Calculer la probabilité que X1 soit plus petit ou égal à 600. Donc comme je vous l'ai dit déjà, on va donc effectuer un changement de variable. Donc je vais titrer changement de variable. Et on va écrire si grand X suit la loi normale de paramètres 160, moyenne 160, écart type 32. Donc si X suit la loi normale de paramètres 160, 32, alors grand T suit la loi normale de paramètres 0,1. La loi normale de paramètres 0,1 porte un nom, elle s'appelle la loi normale centrée réduite. Loi normale centrée réduite. Alors, loi normale centrée réduite, j'ai effectivement une écriture un peu hésitante. Ok, loi normale centrée réduite avec grand T égale grand X moins 160 divisé par 32. Et je vais donc écrire la probabilité que grand X1, pardon c'est X1, la probabilité que X1 plus petit ou égal à 200 est tout simplement égal à la probabilité que X1 moins 160 sur 32 inférieur ou égal à 200 moins 160 sur 32, ce qui me donne une probabilité de grand T inférieure ou égale. Attention, n'alignez pas les égales sur une copie. Je vous recommande d'aller à la ligne, égal, 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 n'est-ce pas? Égal, égal, égal. C'est plus pratique, mais ça, simplement un problème d'espace. Et combien ça fait donc 200 moins 160, ça fait 40. Donc ça fait 40, ça fait du 10, 10, ça fait 1,25. Merci Karine. Donc 1,25, merci Patrick. Alors pi de 1,25. Je prends ma table et en lecture inverse, je lis quelle probabilité? 0,89. Alors 43 ou 44? 44. Ok. Merci. 0,89, 44. Parfait. Ok. On passe à la question suivante. À moins qu'il y ait un problème. Ça va, tout le monde a suivi? Oui, c'est des questions vraiment classiques. Ok. Alors je ne vais pas faire la même bêtise tout à l'heure. Je vais donc essuyer mon tableau et poursuivre. Cette fois-ci, on note x2.
la variable aléatoire qui, à toute semaine prise au hasard pendant une année, associe la demande en kilogrammes d'engrais de type granulé, de type C2. Et on suppose que X2 suit une loi normale de paramètres 77, etc. Alors, donc X2 suit une loi normale de paramètres 77, 28. Alors, on note Y égale X1 plus X2. Alors, je fais juste un petit aparté, si vous voulez bien, et je reviens là-dessus tout à l'heure. Je fais un petit aparté. Voilà ce qu'il faut savoir de façon générale. Ok, voilà ce qu'il faut savoir de façon générale. Si on a une variable aléatoire x qui suit une loi normale de paramètres M1 écart type 1, et nous avons une variable aléatoire y qui suit une loi normale de paramètres M2 écart type 2. Alors si je suppose que grand X et grand Y sont deux variables aléatoires indépendantes, et j'appelle Z la variable aléatoire qui est égale à X plus Y, alors ici l'espérance de grand X c'est M1. L'écart type de grand X c'est sigma 1. L'espérance de Y c'est M2. L'écart type de Y c'est sigma 2. Alors il faut savoir que l'espérance de Z est tout simplement égale à l'espérance de X plus l'espérance de Y. Et si là j'écris Z égale, pas Z, mais je vais l'appeler, voilà, celle-ci je l'appelle, allez, je vais l'appeler W. Alors si je prends Z, X, Y, Z, W, je vais l'appeler W. W égale, ou encore mieux, je vais l'appeler D. D, grand D, égale à grand X moins Y. Alors l'espérance de D est tout simplement égale à l'espérance de grand X moins l'espérance de grand Y. Alors faites attention maintenant pour la variance. La variance de Z, et donc après l'écart type, la variance de Z est tout simplement égale à la variance de X plus la variance de Y. Attention, ceci est vrai car X et Y sont des variables aléatoires indépendantes. Au BTS, ce sera toujours le cas. Mais en supposant que X et Y ne sont pas indépendantes, et dans ce cas-là, il faut rajouter plus 2 fois la covariance de X, Y. Mais au BTS, encore une fois, on aura toujours des variables X et Y indépendantes. Alors attention pour l'espérance de D. L'espérance de D, la variance de D, pas l'espérance parce que je l'ai calculé plus haut, la variance de D est exactement égale à la même chose, c'est-à-dire à la variance de X plus la variance de Y. Ce qui veut dire concrètement que l'écart type de Z, c'est la racine carrée
de cette somme-là. Autrement dit, c'est la racine carrée de l'écart type 1 carré, c'est-à-dire l'écart type de x, vous voyez, l'écart type de x au carré, plus l'écart type de y au carré, qui bien sûr est égal à la variance de y. Et pour la variance, pour l'écart type de d, c'est tout simplement la racine carrée de l'écart type de x au carré plus l'écart type de y au carré. Donc là, je vous ai donné un cas vraiment particulier. Si on veut envisager le cas général, voilà ce qu'il faut retenir. Si vous avez grand Z qui est égal, ça c'est le cas vraiment général, si vous avez grand Z qui est égal à AX, petit a étant un réel, plus BY, petit b étant un réel, plus C, petit c étant un réel, x et y sont deux variables aléatoires indépendantes. Alors voilà ce qu'il faut retenir dans le cas général. L'espérance de z est tout simplement égale à petit a espérance de x plus petit b espérance de y plus c. Variance de z. Alors attention, variance de z, c'est a carré variance de x plus b carré variance de y. Et c'est tout. L'écart type de z, c'est bien sûr la racine carrée de tout ce qu'il y a au-dessus. La racine carrée de a carré variance de x, a carré variance de y. Et bien entendu, l'écart type de z, c'est la racine carrée de a carré écart type carré de x plus b carré écart type carré de y. Est-ce que au BTS, vous aurez des choses comme ça? La réponse est non. Ça, c'est plutôt appliqué dans les situations type finance, voire contrôle de gestion en DCG. Donc, vous inquiétez pas, mais j'ai simplement fait un aparté pour vous dire que ça englobe tous les cas. Et jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai posé comme cas? J'ai posé A égale 1, voilà, A égale 1, B égale 1 et C égale 0. Vous voyez? Ce qui me donne forcément X plus Y. Ensuite, le deuxième cas, j'ai posé A égale 1, B égale moins 1 et toujours C égale 0, ce qui m'a donné X moins Y. Donc voilà les deux cas que j'ai envisagés plus haut. Alors je reviens sur ma page précédente parce qu'il faut conclure. Alors tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si X suit une loi normale, si Y suit une loi normale, et si Z est égal à X plus Y, alors Z aussi suit une loi normale qui aura quel paramètre? Premier paramètre de Z, c'est M1 plus M2. Pourquoi M1 plus M2? Parce que c'est l'espérance de X, M1, plus espérance de Y, M2. Donc ici, M1 plus M2. Ensuite, ça c'est pour l'espérance et pour la moyenne. Et l'écart type, c'est quoi? C'est racine carrée de écart type 1 carré plus écart type 2 carré. Fermez la parenthèse. Pour D, c'est la moyenne et bien sûr M1 moins M2, M1 moins
M2, vous voyez, espérance de X, espérance de Y, M1 moins M2. En revanche, pour l'écart type, c'est la même expression. Racine carrée de écart type 1 carré plus écart type 2 carré. Donc ça, c'était un rappel qu'il faut absolument maîtriser puisque, comme vous l'avez vu, en 2009, on a eu une question là-dessus. Alors je reviens à mon exercice et ça donne ceci. Rappelez-vous, on dit que x1 suit une loi normale. x1 suit une loi normale. Alors quelqu'un peut me rappeler les paramètres de x1? x1 pour la moyenne, c'est 100, merci. Alors 160, 160 et 32. Ça, c'est pour x1. Pour x2, les paramètres sont indiqués plus haut. Ok, merci. 72, 72, 77, 28. Et on me dit que y est égal à x1 plus x2. On suppose que y suit une loi normale de paramètres m écart type et on me demande de les retrouver. Donc voilà comment je vais rédiger. Je vais rédiger ainsi. Espérance de y est tout simplement, bon ici bien sûr je vais écrire ici pour bien expliquer ce que je fais, hein, pour bien détailler ce que je fais. Je vais dire ici que espérance de x1 c'est 160. Écart type de x1 c'est 32. Espérance de x2 c'est 77. Écart type de x2 c'est 28. Et donc je vais pouvoir calculer petit m qui est tout simplement égal à l'espérance de y qui est égal à espérance de x1 plus espérance de x2 et je remplace. Ce qui me donne tout simplement 160 plus 77. Ce qui donne 237. Merci. 237. Ensuite, je vais calculer l'écart type de y qui est tout simplement égal à la racine carrée de l'écart type carré de x1 plus l'écart type carré de x2, ce qui me donne racine carrée de 32 au carré plus 28 au carré. Est-ce le résultat de la somme, n'est-ce pas? C'est ça? 1808. Ok. Donc, bien sûr, est-ce qu'on me demande... Alors, je passe à l'écran suivant pour afficher ma question. Ma question est celle-ci. Justifier que m égale 237. Donc là, bien sûr, après le calcul, je vais dire, comme l'espérance de x égale à de y
égale à 237, on en déduit que M, égale 237. Et ensuite, on va taper à la machine écart type de Y qui est tout simplement égal à quoi? Donc on a aussi écart type égal à 1808 racine carrée, ça fait bien 42, 52. Ok. Est-ce que les réponses conviennent à tout le monde? Ok. Parfait, merci. Alors, je continue. Alors, après petit c, le coût de stockage de cette... Donc ici, on a établi que Y suit une loi normale de paramètres 237 et 42,52. Alors, calculer la probabilité de... Donc, je refais pas la phrase entière, mais bien sûr, il faut pas manquer de dire si grand Y, etc. Alors, n'est-ce pas? Alors, T suit la loi normale de paramètre 0,1 avec T égale grand Y moins 237, le tout divisé par 42,52. On a donc probabilité de Y plus grand ou égal à 340 est égal à probabilité Y moins 237 sur 42,52 est supérieur ou égal à 340 moins 237, pardon, oui, moins 237 sur 42,52, ce qui donne P de T supérieur ou égal à. Alors bien sûr, on s'arrange pour prendre deux chiffres après la virgule. Merci. Ça fait donc 2,42. Et c'est quoi P de T supérieur à 2,42? On n'est pas dans la table. On fait donc 1 moins P de T strictement plus petit que 2,42. Ce qui donne 1 moins pi de 2,42. Ce qui donne 1 moins 0,9920, ce qui donne 0, alors 1, 2, ah, 0, 0, 8, ok. Ok, donc plus, je crois que Patrick a une précision supplémentaire, 0,78. C'est ça à peu près? Voilà. Ok, merci. Alors, le coût de stockage de cet engrais est élevé. L'entreprise a-t-elle raison de limiter la production totale hebdomadaire de cet engrais à 340 tonnes? Bah, la réponse A, Virginie, elle trouve 0,78. Non, je crois que Virginie, vous êtes trompée. C'est plutôt... Donc le coût de stockage, voilà, merci. Le coût de stockage de cet engrais est élevé. L'entreprise a-t-elle raison de limiter la production totale de cet engrais à 340 tonnes? Bah, la réponse est effectivement oui, puisque... Alors, est-ce que... Alors, j'ai pas tout à fait... Bah, la réponse est oui.
le résultat, que veut dire le résultat? Le résultat veut dire que la probabilité que la quantité produite, donc la quantité forcément stockée, dépasse 340 est quasiment nulle. Autrement dit, l'entreprise a raison de limiter la production totale de cet engrais car le coût de stockage, a priori, est très élevé. Oui, c'est oui, Hélène. C'est oui puisque si on vous dit que le coût de cet engrais est élevé, on a trouvé que la probabilité que Y dépasse la quantité 340 est est quasiment nulle. Ce qui veut dire que l'entreprise, effectivement, a raison de ne pas stocker au-delà de 340. Voilà. C'est une question qui n'est pas vraiment très, on va dire, très claire. Enfin, la réponse, elle n'est pas immédiate. Parce que on a d'un côté une production, on a un stockage, voilà. Il y a un petit peu de, voilà. Oui, oui, Karine. Donc, Y égale demande hebdomadaire, oui. Oui, donc la probabilité, exactement, c'est bien dit. Euh, comme la demande, la probabilité, la probabilité que la demande soit supérieure à 340, c'est exactement ça. La probabilité que la demande soit supérieure à 340 est quasiment égale à quoi? À zéro. Par conséquent, comme la demande est forcément inférieure à 340, compte tenu du coût de stockage, l'entreprise a tout intérêt à ne pas dépasser cette quantité. Est-ce que c'est clair? C'est ce que j'ai dit. L'entreprise a raison. Mais ta remarque est pertinente. Parce que Y, c'est effectivement la demande. Comme la demande, la probabilité que la demande dépasse 340, la probabilité que la demande dépasse 340 est quasiment nulle. Donc l'entreprise a intérêt à ne pas dépasser cette quantité. C'est la raison pour laquelle l'entreprise a raison de limiter la production. Exactement. Merci. Ok. Alors on passe à la rubrique, si vous voulez bien, analyse. Il n'y a pas d'autres questions, c'est bon? Non? Ok, merci. Alors, on passe à la question suivante. Alors ici, en revanche, j'ai pas réussi à mettre la main sur le graphique et j'avoue ne pas avoir eu le temps. J'ai pas eu le temps de le faire et de le reproduire. Donc bon, on va faire sans le graphique et on essaiera de faire au mieux. Alors, on a la fonction f qui est définie par donc f de x est égal à 10 ln 10 sur ln de 2x plus 3. Donc la courbe C représentée par la courbe C représentative de f est en annexe. Je ne l'ai pas en annexe. On me demande de résoudre graphiquement l'inéquation f de x plus petit ou égal à 3,5. Si vous m'autorisez 2 secondes, je vais essayer de faire ça sous Excel et de la ramener à l'écran. Donnez-moi quelques secondes, d'accord? Je vais essayer. Donc grossièrement, voilà ce que représente donc la fonction f. La fonction f donc définie par, on a dit, f de x égale donc 10, donc de mémoire c'est 10 je crois, sur ln de 2x moins 3, ça, ln 2x moins 3, n'est-ce pas? Ok, ok. On me demande donc là, la courbe elle est là. Là, j'ai représenté en rouge, là vous voyez en rouge, la droite d'équation y égale 3,5, vous voyez, 3,5, et 3,5. Et là, elle se coupe à peu près entre, je dirais après 7, n'est-ce pas? Et donc, on me demandera après de résoudre une équation. Donc, je vais simplement étudier la position de la courbe
par rapport à la droite. Donc là, je dirais que f de x est supérieur à 1,5, à 3,5, alors que là, je dirais sur l'intervalle à peu près 7, 7 et des poussières, f de x est inférieur à 3,5. Ok, donc ça nous donne une idée de la courbe. Merci Virginie, 7,2 me dit-on. Ok, donc résoudre graphiquement l'inéquation, donc on va faire une petite phrase. Alors, pour déterminer, pour déterminer, pour déterminer les solutions, pour déterminer l'ensemble, pour déterminer l'ensemble des solutions, pour déterminer graphiquement, pardon, pour déterminer graphiquement, pour déterminer graphiquement l'ensemble des solutions de l'inéquation, f de x plus petit ou égal à 3,5. Tracez la droite D d'équation y égale 3,5. Tracez la droite d'équation y égale 3,5. L'ensemble S des solutions sont les abscisses. L'ensemble S des solutions de l'inéquation sont les abscisses. Des points de la courbe C sont les abscisses des points de la courbe C situés au-dessous de la droite D. Au-dessous de la droite D. On lit x compris entre 7,2 et 10. X compris entre 7,2 et 10. Est-ce que la réponse vous convient? Ok. Pour les tracés utiles, je vous les ai déjà appris, hein. Pour les tracés utiles, n'est-ce pas? Pour les tracés utiles, une fois que vous avez fait votre courbe, d'accord? Une fois que vous avez fait votre courbe, approximativement, qui ressemblerait à quelque chose comme ça, vous tracez votre droite, et les tracés utiles, c'est bien entendu ceci. Et là, c'est y égale 3,5. Voilà, donc là, vous lirez l'intervalle de là à là. Ok? Très bien. On passe à la question suivante. Alors, question suivante. Soit G la fonction définie par calculer G' de x et étudier le signe de G' de x. Alors, on va dire, alors on a G de x égale 5 moins exponentielle. Posons U de x égale à moins 0,2x. U' de x
égale à moins 0,2. On dira que exponentielle de moins 0,2 x plus 1 est de la forme exponentielle de u. Et de la forme exponentielle de u. Admettant pour dériver u prime EU. On a donc exponentielle de moins 0,2x plus 1 dérivée égale u prime 0,2, pardon, u prime moins 0,2 exponentielle de u. Je n'ai pas trop de place, je vais le réécrire ici. U prime, je réécris ici, hein, je reporte. Donc u prime moins 0,2 exponentielle de u. Donc ça, c'est la dérivée de exponentielle de moins 0,2x plus 1. Ok. On en déduit. G' de x égale moins 0,2 exponentielle de moins 0,2x plus 1. Soit G' de x égale plus 0,2 exponentielle de moins 0,2x plus 1. Alors bien sûr le signe est immédiat. G' de x est strictement positif car exponentielle de moins 0,2x plus 1 est strictement positif pour tout réel x. Pour tout réel x. Donnez le tableau de variation de G sur l'intervalle indice. Donnez le tableau de variation de G sur l'intervalle indice. Donc, si je peux changer, j'ai donc ici mon tableau de variation qui sera ainsi. Donc là j'ai x, là j'ai la dérivée, là j'ai la valeur intermédiaire. Donc ici j'ai x, intervalle 1, 10, g' de x, et là j'ai la fonction g, la dérivée est positive, et la fonction g est strictement croissante. Là bien sûr, ça fait à peu près combien pour g de 1? En valeur exacte, ça fait 5 moins exponentielle de 4 cinquièmes. 5 moins exponentielle de 4 cinquièmes. Pourquoi 4 cinquièmes?
Je dirais plutôt 0,8. Yann, il faut éviter la calculatrice. Il faut afficher les réponses comme elles sont. Voilà, 0,8. Ensuite, ça me fait, pour 10, ça me fait 5 moins exponentielle. Merci. Donc, 5 moins E. Parfait. Ok. Alors, je continue. Ah, moins 1. Ok. Donc, on corrige. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Donc, c'est a priori moins 1. Oui. Ok, parfait. Oui, c'est logique. C'est logique. Alors, ensuite, on efface le tableau. On continue. Alors, complétez après l'avoir reproduit le tableau de valeurs suivant dans lequel les valeurs approchées sont à arrondir à 10 moins 2. Donc là, bien sûr, je vous l'ai déjà montré. Vous prenez votre calculatrice et vous générez une table de valeurs. Alors pour 1, ça fait combien? 2,27. Pour 2, 3,18. Pour 3, 3,51. Pour 6, merci, 4,18. Ensuite, 4,33. Et enfin, 4,45. Merci Patrick. Ah, alors lequel c'est le dernier qui est pas bon? C'est quoi 4,55? Alors j'ai 4,18. Ah, pour le 9, c'est 4,55. Ok. Alors pour le 10, c'est 4,63. Et pour le 5, pour le 8, c'est 4,55. C'est ça? Ok, merci. Ok, merci. Tracer la courbe de G sur l'annexe à rendre avec la copie. Ça, je le fais pas. Donc j'imagine qu'on a des courbes comme ça. En réalité, ça doit ressembler à des choses comme ça, puisque j'ai un petit peu. Voilà, donc on a des courbes qui ressemblent à ça, peut-être, à quelque chose comme ceci. Donc ça, c'était la première fonction qu'on appelait f. Et là, j'imagine, c'est la fonction g. Voilà, donc ça rappelle un petit peu les fonctions qui traduisent l'offre et la demande en économie. D'accord. Ok. Alors, donc, on revient à notre question. Résoudre graphiquement l'équation g de x égale f de x. Donc là, je ferai une réponse orale, puisque je n'ai pas le graphique. Alors, vous dites simplement pour déterminer la solution graphique, la solution, la solution graphique, la solution graphique de l'équation f de x
égale g de x et l'abscisse est l'abscisse du point d'intersection et l'abscisse du point d'intersection de la courbe C et de la courbe gamma, de la courbe C représentant F et de la courbe gamma représentant la fonction G. On lit x à peu près égal à combien? 4,8. Ok. Est-ce que c'est bon? Je répète, vous tracez la première courbe, vous tracez la deuxième courbe, la première courbe est donnée en annexe, vous tracez la seconde courbe et vous lisez l'intersection. Je peux le faire sous Excel si vous voulez, mais je pense que vous avez compris. Ok, alors, on y va. On continue. Alors ça, c'est une question classique. Soit grand G, la fonction définie par g de x égale 5x plus 5 exponentielle, etc., etc. On me demande de démontrer que grand G est une primitive de petit g. Alors voilà comment on va rédiger. On va rédiger ceci. On va écrire ceci. Pour montrer que grand G est une primitive de petit g, il suffit de montrer que grand G' de x est tout simplement égal à petit g de x. Grand G' de x égale à petit g de x. Alors voilà comment on va faire. On va dire exponentielle de moins 0 de x plus 1. Admet pour dériver moins 0,2 moins 0,2 exponentielle de moins 0 de x plus 1. Voir calcul précédent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette dérivée-là a été établie plus haut? Je ne vais pas refaire le même calcul. D'accord? Je ne vais pas refaire le même calcul. On en déduit que g' de x est égal à la dérivée de 5x, c'est 5, plus 5 fois la dérivée de exponentielle de moins 0 de x plus 1, c'est-à-dire moins 0,2 exponentielle de moins 0 de x plus 1, qui est égal à 5
moins exponentielle de 0,2x plus 1, soit g' de x est tout simplement égal à g de x. Et il ne vous reste plus qu'à conclure. Est-ce que c'est clair? Il ne vous reste plus qu'à conclure et dire donc grand G, donc la fonction grand G est bien une primitive de la fonction petit g. Donc la fonction grand G est bien une primitive de la fonction petit g. Pourquoi? Parce qu'on a établi que g' égale à petit g. Est-ce que c'est bon? Ok. On me demande ensuite de calculer la valeur moyenne. Alors, j'applique mon cours. La valeur moyenne, je vais prendre peut-être une autre page ou je vais rester ici. La valeur moyenne, c'est quoi? La valeur moyenne, c'est 1 sur la valeur moyenne sur l'intervalle 1-10. Donc, c'est 1 sur 10 moins 1. Intégrale de 1 à 10 de g de x dx. C'est-à-dire 1 sur 9. Une primitive de petit g, c'est grand G. On l'a établi plus haut. Et bien sûr, sur l'intervalle, les bornes d'intégration 1 et 10. On a donc Vm égale 1 neuvième facteur de grand G 5x plus 5 exponentielle de moins 0,2x plus 1 entre 1 et 10. Je calcule et ça fait 1 neuvième. Je remplace d'abord par 10. Ça me fait 50 plus 5 exponentielle moins 0,2. Donc moins 2 plus 1, ça me fait moins 1. Moins, je remplace par 1, ça me fait 5 plus 5 exponentielle de plus 0,8. J'enlève mes parenthèses. Je trace un trait de fraction. Donc ça me fait ici le tout sur 9, pardon. Le tout sur 9. Est-ce qu'on est d'accord que 50 moins 5, ça fait bien 45? Ensuite, plus 5 exponentielle de moins 1, moins 5 exponentielle de 0,8. Et ainsi le résultat est établi. Il ne nous reste plus qu'à prendre la calculatrice et à déterminer un résultat approché à 10 moins 2, ce qui me donne 3,97. Est-ce que c'est bon? Alors, ah oui, Yann, je rappelle
la définition. Dans ton formulaire de mathématiques, Yann, la valeur moyenne sur l'intervalle AB, c'est tout simplement 1 sur B moins A intégrale de A à B de f de x dx. C'est dans le formulaire de mathématiques. Ok, pas de problème. Alors, donc voilà pour la valeur moyenne. Alors, je ne sais pas quelle est la question suivante. 3,96 me dit Patrick. Donc, il faudrait qu'on vérifie si quelqu'un peut faire l'opération. Ah, donc c'est 3,97. Donc c'est 3,97. La bonne réponse, c'est 3,97 puisque c'est arrondi à 10 moins 2. Merci Karine. Alors, ok. Alors on continue. Alors on continue. Tac, on efface. Question suivante. On considère un produit dont le prix de la tonne exprimé en dizaines d'euros est noté X. La demande dx est la quantité de ce produit exprimée en milliers de tonnes que les consommateurs sont prêts à acheter au prix de X dizaines d'euros. L'offre OX, etc., etc. Je pense que si vous lisez bien la question, on vous dit de déterminer le prix d'équilibre. Le prix d'équilibre, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Rappelez-vous, c'est l'intersection de la courbe C, l'abscisse du point d'intersection de la courbe C et de la courbe gamma. D'accord? La courbe C et de la courbe gamma. Et vous rappelez-moi combien on avait trouvé pour X. Voilà, 4,8. Mais comme X est exprimé en dizaines d'euros, ça veut dire à peu près 48, 48 euros. D'accord? Le prix d'équilibre est donc de 48 euros, puisque X est exprimé en dizaines d'euros. Ok? Alors, est-ce qu'il y a une autre question? En utilisant le résultat de la partie A ou de la partie B, indiquer à partir de quel prix de la tonne en euros la demande est inférieure à 3500 tonnes. Et on avait trouvé tout à l'heure, c'est la fameuse inéquation f de x, rappelez-vous, f de x inférieur ou égal à 3500. Et on avait trouvé à peu près 7,2, soit 72 euros. Déduire d'un résultat de la partie B une valeur approchée du prix d'équilibre en euros. Une valeur approchée du prix d'équilibre en euros. Alors la partie B c'est quoi? Ça c'est la partie C. Alors je me rappelle pas de la partie B moi. À la partie B je l'ai pas. Alors je ne vois pas la réponse. En déduire un résultat de la partie A, donc ça c'est fait. Déduire d'un résultat de la partie B une valeur approchée du prix d'équilibre en euros. Donc en réalité, le prix d'équilibre, il suffisait de calculer soit F de la partie B, une valeur approchée du prix d'équilibre en euros. Et qu'est-ce qu'on avait calculé ici juste avant? Ah oui, pardon. Ah, excusez-moi. Ah oui, d'accord. J'ai répondu à la question avant de la surligner. Pardon. Excusez-moi. Donc en réalité, la réponse ici, c'est x égale. Désolé. Donc la réponse ici, c'est x égale. La réponse à la question 1,
c'est x égale 7, donc c'est 72 euros. Et la réponse à la question 2, c'est 48 euros. Est-ce qu'on est d'accord? Et ça, c'est le petit a. Et le petit b, donner une valeur approchée de la demande, ça correspond à combien en remplaçant x par 4,8? Alors attention, c'est en milliers d'euros, hein. 3,96, vous dites, Patrick? Alors 43, c'est des milliers d'euros, Virginie? Donc ça fait 43 000. J'ai pas compris. Remplacez 4,8, remplacez dans F ou dans G par 4,8 et dites-moi combien ça fait. Soit F de 4,8. Ah, très bien. Donc ça fait, euh, donc ça fait 3000, 3, alors voilà, euros, puisque le résultat est en milliers d'euros. C'est ça? Oui? Ah bon? Ah, c'est vrai. Alors, je suis un peu... Il faut que je revienne. Ah pardon, c'est la demande. Ah oui, excusez-moi Virginie, vous avez raison. C'est... alors je reviens juste pour voir l'énoncé. Ici, euh, pardon, en milliers de tonnes, pardon. En milliers de tonnes, je suis désolé. C'est vrai que c'est la consommation. Donc ici, nous avons, nous avons donc X. Ah, j'ai fait une bêtise, j'ai effacé, j'aurais pas dû. Alors on reprend donc X. La deuxième question, on a dit que c'était 48 euros, le 2A. Et ensuite, je reprends le petit b, c'est 3959 tonnes. Voilà. Est-ce que c'est bon? Tout à fait. C'est exactement ça, Patrick. C'est exactement ça. C'est justement l'abscisse, l'ordonnée et l'abscisse commune aux deux courbes, puisque l'offre est égale à la demande. D'un côté, nous avons le prix et de l'autre côté, nous avons la quantité. Très bien. Donc voilà, ceci complète le corrigé donc de la session 2009. Ceci complète le corrigé de la session 2009. Et donc, je vous donne rendez-vous très bientôt. J'espère que je serai dans de meilleures dispositions pour la suite. Alors, je finis juste. Ah, il ne veut pas. Une seconde. Très bien, voilà, donc ceci complète le corrigé. Et voilà, donc je vous dis merci, merci de m'avoir écouté. Donc je vous dis à très bientôt. Et puis voilà, on tient bon. On essaiera de faire au mieux la prochaine fois. Alors,